On ne s'éloigne pas beaucoup du sujet parce qu'on va passer une présentation de Pierre Tambourin, Lumière et santé. Pierre est ancien élève de l'école polytechnique, directeur de recherche à l'INSERM. Il est depuis 1998 directeur du Génopôle à Ivry, président du pôle scientifique d'Evry-Val d'Essonne et président de l'association Centre de recherche clinique et translationnelle. En avril 2010, il a été nommé président du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale. Ses activités de recherche ont été consacrées essentiellement à la cancérologie moléculaire, visant à comprendre les mécanismes qui transforment une cellule normale en cellule cancéreuse, puis à identifier les gènes impliqués dans ces mécanismes. Pierre Tambourin, Lumière et santé. Merci au comité d'organisation, merci à Éric Lambourou et à Costel Subran de m'avoir invité. Cela pour assister à une après-midi tout à fait exceptionnelle par sa beauté, sa qualité et sa diversité aussi. C'est très original. Je ne regrette pas d'être venu là depuis le début. Je vais donc essayer, de manière encore plus caricaturale que tout à l'heure, de faire en 15 minutes une présentation des interactions entre la lumière et le monde vivant, comment la lumière a façonné le monde dans lequel nous vivons, et ceci depuis 4 milliards. 4 milliards en 15 minutes, ça fait peu de temps. Tout d'abord, une information non démontrée, qui est probablement inexacte. Je dirais qu'elle est vraie en la modifiant un peu. Sans lumière, pas de vie telle que la nous connaissons sur Terre. Dans d'autres mondes, ma foi, ceci reste à débattre. Mais ceci illustre d'emblée le rôle majeur que la lumière a joué dans l'apparition de la vie sur Terre il y a environ 4 milliards d'années, comme je le disais un instant. Et vous voyez que sur ce schéma tel que les spécialistes la représentent, l'oxygène est absent sur la Terre. Et c'est important parce que dans les premiers événements de synthèse des éléments constitutifs de base du vivant, eh bien la lumière a joué un rôle important, comme on le verra dans la diapositive suivante, mais la présence d'oxygène aurait probablement été très délétère et la vie telle que nous la connaissons n'aurait probablement pas existé. Donc ceci rappelle une expérience qui est déjà assez ancienne, où des chercheurs ont essayé de reproduire in vitro, si je puis dire, les conditions de vie sur Terre en opérant avec des étincelles, avec tout un ensemble d'éléments chimiques et de température, ce qui se passait. Et qu'ont-ils trouvé en résumé? Ils ont trouvé ici, dans la collection, les briques les plus élémentaires du vivant, c'est-à-dire des acides aminés qui constituent dans le monde actuel les protéines en s'alliant et les bases de l'ADN ou de l'ARN. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Alors le fossé, que devrais-je dire, le précipice qui sépare ces briques élémentaires du premier être vivant n'est absolument pas compris, ni même ne fait l'objet d'aucun modèle actuellement, et ça aussi s'est produit peut-être en 1 milliard d'années. Ça a été évoqué tout à l'heure par Étienne Klein, l'un des éléments clés de l'émergence de la vie sur Terre telle que nous la connaissons a été la photosynthèse. C'est quoi la photosynthèse? Développée dans des bactéries les plus élémentaires qui ont vécu d'emblée sur la Terre dans les années de moins 3 milliards, ce qu'on appelle des cyanobactéries, et qui sont de couleur verte, ce n'est pas un hasard, comme tous les végétaux, c'est que la photosynthèse permet à ces plantes, sous l'effet de la lumière, de prendre le gaz carbonique, le contraire de ce que nous faisons aujourd'hui, de prendre le gaz carbonique de l'air et de le transformer en oxygène pour produire du glucose, source d'énergie, ou de toute une série de molécules complexes qui vont construire le vivant. Ceci a permis de générer sur Terre la quantité d'oxygène que nous connaissons aujourd'hui, et par là d'ailleurs la couche d'ozone qui est très protectrice par rapport aux effets nocifs que la lumière peut avoir sur la matière vivante. Par exemple, tout le monde sait bien, et on le dit en permanence, que de se mettre au soleil peut exposer le corps à des pathologies graves. Le mélanome est un des cancers les plus dangereux qu'on connaisse, qui est aujourd'hui peut-être en passe d'être amélioré dans son pronostic, mais qui reste toujours une maladie extrêmement grave. Et ceci résulte directement d'anomalies produites dans l'ADN par les rayons ultraviolets à une certaine longueur d'onde qui, comme vous le voyez, modifient chimiquement l'ADN. La cellule, heureusement, s'est équipée de mécanismes qui reconnaissent ces lésions
qui les élimine, qui les excise et qui les répare, sauf que, en les réparant, elles commettent parfois des erreurs, ces mécanismes commettent des erreurs, et à travers ces erreurs, on peut engendrer des mutations qui vont être à l'origine de cancers. La lumière est intervenue très vite dans l'histoire de la médecine moderne, et même un peu ancienne, à travers l'apparition d'appareils tout à fait sophistiqués. J'en ai choisi deux, l'un assez ancien, plus de 300 ans, aujourd'hui dans sa version évidemment plus récente, et l'autre que malheureusement certains d'entre nous ont dû subir, qui est la fibroscopie, qui permet d'aller photographier, voir maintenant avec des caméras de petite dimension, visualiser le fonctionnement de l'œsophage, de la trachée artère, de l'estomac, du côlon, etc., etc. Et de l'estomac, cela va de soi. Donc c'est des appareils qui ont joué un rôle important dans l'évolution de la médecine et de l'imagerie. On peut aussi utiliser la lumière, et j'y reviendrai en fin d'exposé, pour approcher certains traitements de maladies. Là, on utilise des UV, ça peut paraître paradoxal, mais à d'autres longueurs d'onde, pour traiter une maladie qui n'est pas une maladie très grave, mais qui est très ennuyeuse, qui est le psoriasis. Et chacun sait bien qu'en s'exposant au soleil, on peut le faire disparaître, en partie tout au moins, même s'il réapparaît ultérieurement. Et ce psoriasis peut être traité par ce qu'on appelle la puvathérapie. C'est là un des effets de la lumière sur le vivant positif. Alors, la luminothérapie est une méthode encore discutée par les médecins et les chercheurs, mais qui se développe et qui permet, dit-on, d'éliminer ce qu'on appelle les dépressions saisonnières. Vous savez, celles qui apparaissent au début de l'automne et qui se développent au cours de l'hiver et qui s'atténuent au moment du printemps. Et en exposant ces sujets prédisposés à ces pathologies avec ces lampes fabriquées pour, comme dirait celui-là, sans réelle base scientifique pour être franc, mais qui exposent un certain type de lumière, eh bien, on semble améliorer, disent les experts, et les psychiatres en particulier, le résultat et éliminer une partie de ces dépressions saisonnières. Alors la lumière a joué un grand rôle, je vous l'ai dit, dans ce que nous connaissons du vivant aujourd'hui, à travers toute une série de propriétés d'interaction entre la lumière et le monde vivant. L'un des mouvements les plus connus, c'est le phototropisme. Tout le monde connaît la légende selon laquelle les fleurs de tournesol s'orientent avec le soleil. Regardez avec attention, vous verrez qu'il n'en est rien. Au moins quand elles sont grandes, mais ça reste une légende. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les plantes ont tendance à se tourner vers la lumière pour améliorer leur métabolisme et tirer profit de cette lumière, par exemple pour la photosynthèse. La lumière a joué un rôle d'emblée très, très fort à travers le rythme nocturne-diurne, le rythme qu'on appelle nictéméral, et toute une série de gènes sont apparus dans les espèces qui vont régler le fonctionnement de notre corps sur la base de ces rythmes de 24 heures. Et d'ailleurs, chez certains d'entre nous, en tout cas on l'a démontré chez l'animal, il suffit qu'un gène soit légèrement déréglé pour qu'on ne soit pas à l'aise ou qu'on vive le soir tard pour se réveiller tard le matin, etc. Enfin, on a du mal à se synchroniser et ça fait partie de certaines anomalies qu'on a parfois du mal à corriger. Donc ce rythme veille-sommeil est réglé par des horloges internes, des gènes qui sont sensibles dans leur expression à l'environnement lumineux. En particulier, l'une d'entre elles que ceux qui voyagent beaucoup en avion essaient d'utiliser de temps en temps pour corriger le jet lag, qu'on appelle la mélatonine, qui est sécrétée dans le cerveau, l'hypothalamus, le soir, au moment où la lumière décroît, et qui favorise l'endormissement, la phase de sommeil. Il y a toute une série d'autres gènes impliqués dans ces rythmes et qui règlent de manière très précise à la fois le rythme sexuel annuel chez les animaux et tout un ensemble d'autres mécanismes liés soit à la saison, soit au rythme nocturne-diurne. Et puis chacun de vous a pu remarquer que selon la plante qu'il a et dont il dispose, la floraison ne se passe pas aux mêmes heures dans la journée selon ces plantes. Et puis surtout, dans l'année, vous avez des fleurs qui apparaissent en hiver, en perce-neige, ou d'autres qui apparaissent en automne. Tout ceci est sous le contrôle de gènes particuliers qui sont sensibles à la lumière. Donc, en gros, beaucoup des caractéristiques du monde vivant qui nous entoure sont liées à ces rythmes qui sont eux-mêmes contrôlés par des gènes sensibles à la lumière. La lumière a joué un rôle important dans des processus qui ont permis de sélectionner ou d'éliminer certaines espèces par manque d'adaptation. Le mimétisme en est un de ces mécanismes. Ceci est une vipère du Sahara dont on voit bien que dans sa couleur et par rapport à l'environnement, elle est peu visible, ce qui fait que ses proies ne se méfient pas. Elle-même est protégée par cette peu de visibilité de ses propres prédateurs. Ceci est vrai aussi, là vous ne le voyez peut-être pas, je vais essayer de vous le montrer.
Ceci est un petit hippocampe, au milieu, accroché par la queue dans une plante qu'on appelle une gorgone dans les océans. Et cet mimétisme, comme vous pouvez l'imaginer, protège cet animal de ses prédateurs qui ont du mal à le reconnaître au sein de cette gorgone qui, par ailleurs, a des propriétés repoussoires pour certaines espèces prédatrices. Alors, l'homochromie est un autre mécanisme qui permet de protéger certaines espèces ou de favoriser chez ces espèces la prédation. Le renard polaire, très jolie boule blanche en hiver, se transforme au printemps et en été en ce renard polaire beaucoup plus, évidemment moins visible au sein de cette campagne dans laquelle la neige a disparu. Autre paradoxe du vivant, ce que je viens de vous montrer semble suggérer que pour être protégé, pour être favorisé, il valait mieux se fondre dans l'environnement. Et bien de temps en temps, la nature a pris sur elle de prendre de tout autre mécanisme. Et là, dans ces grenouilles d'androbates qui vivent dans les régions d'Amérique du Sud, en particulier dans les forêts amazoniennes, eh bien, la couleur indique aux prédateurs le danger de ces espèces qui contiennent dans leur peau, dans leur épiderme, des poisons qui sont jusqu'à 200 ou 300 fois plus efficaces dans leur nocivité que le curare ou d'autres substances. Donc au fond, c'est une forme d'avertissement à ceux qui voudraient s'attaquer à ces grenouilles que, par la couleur, qu'elles ont intérêt à ne pas le faire. Alors la lumière ou l'apparence, l'image, joue un rôle important dans la sexualité et donc dans l'évolution du monde vivant tel que nous le connaissons. Chacun connaît l'histoire du dimorphisme sexuel. Je vous montrerai que l'idée qu'on en a souvent que les femelles sont moins belles, moins luxuriantes du point de vue des couleurs que les mâles, ce qui est vrai dans le pan, où là c'est une femelle et c'est petit. Et là, c'est le mâle. Évidemment, on voit la différence évidente. Et la femelle peut choisir le mâle selon les espèces en fonction de cette apparence, qui est un élément de séduction important. Il y a d'autres éléments qui vont permettre à un pan mâle de se mettre en leader, mais la plupart du temps, c'est sur ces bases-là que se fait le choix. Voilà un autre dimorphisme sexuel d'une araignée sauteuse, qui est une toute petite araignée de 1 ou 2 mm qui saute et qui danse d'ailleurs devant la femelle araignée d'une manière assez extraordinaire, une danse sexuelle qui essaie de séduire, une danse de séduction par la couleur et par la gestuelle. Et elle a intérêt d'ailleurs à se méfier parce que la femelle dans le monde des araignées a tendance à se repaître du mâle une fois l'accouplement achevé, ce qui d'ailleurs ne l'avantage pas dans cette position. J'ai pris une autre araignée pour vous montrer que cette idée qu'on a souvent que les mâles sont mieux pourvus du point de vue de l'apparence, au moins dans ces espèces que les femelles, vous voyez que dans cette autre araignée, le mâle qui est tout petit à droite de l'image, par rapport à la femelle qui est très grosse, et lui, il a vraiment intérêt à se méfier, car juste après l'accouplement, elle l'emprisonne et le digère. Et ça, c'est le dimorphisme sexuel particulièrement extraordinaire, c'est une baudroie qui vit dans les abysses, et l'antenne qu'elle a sur le crâne ici, peut s'allumer de temps en temps, ce qui lui permet d'attirer des proies qui vont être attirées par la lumière. Elle vit dans les abysses, en profondeur, là où il y a très peu de lumière, justement. Et le mâle est ici accroché à la femelle et va survivre le temps de la fécondation. En fait, c'est un espèce de sac de spermatozoïdes. Et d'ailleurs, son corps va se fondre dans la femelle pour s'ingurgiter. Donc vous voyez que là, le dimorphisme est particulièrement... Je ne sais pas quel est l'élément de séduction qui permet au mâle de choisir la femelle ou inversement. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, surtout dans ces abysses où on ne voit pas grand-chose. Bon, un autre élément d'évolution du monde vivant tel que vous le connaissez, c'est la pollinisation, favorisée par la couleur à nouveau et la forme des plantes. Ce n'est pas un hasard si certaines plantes ressemblent beaucoup, par exemple, au corps d'un bourdon. Ça attire les autres bourdons et qui vont venir sur la plante trompés par l'apparence et ensuite véhiculer le pollen de plante en plante. Bioluminescence, c'est si la lumière joue un rôle important, les animaux ont su utiliser la lumière eux-mêmes. Par exemple, tout le monde connaît bien le ver luisant, qui est aussi un élément qui permet de repérer, pour le mâle, de repérer la femelle et d'aller s'accoupler. C'est donc un élément de reconnaissance et pas simplement un élément d'ornement, bien entendu. La fluorescence, alors la luminescence, c'est quelque chose c'est de la lumière fabriquée par l'animal ou l'espèce en cause. La fluorescence, c'est
la propriété qu'ont certains éléments constitutifs des êtres vivants, de capter une certaine longueur d'onde de la lumière et de la réémettre à travers ces éléments du vivant à une autre couleur. Et je parle de Green Fluorescent Protein parce que cette découverte a permis à 3 chercheurs d'avoir le prix Nobel, parce qu'à partir du gène qu'on a identifié à partir des années 92, on a été capable d'utiliser ce gène et de le greffer dans différentes espèces ou dans différentes conditions pour suivre le destin de cellules au sein d'un organisme. Prenons un exemple. Je veux savoir comment migrent des cellules cancéreuses dans un organisme. Je prends ces cellules cancéreuses, je mets à l'intérieur de ces cellules cancéreuses le gène codant pour cette protéine, et ensuite, il suffit de repérer avec de la bonne lumière où se trouvent les cellules cancéreuses qui se sont disséminées dans le corps. Donc ça a été un élément pour la biologie fondamentale tout à fait extraordinaire et qui, pour les artistes, peut conduire à des choses assez jolies. Donc voilà, par exemple, ça me rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, une cellule nerveuse avec son axone et ses ramifications, et dont on voit toutes les ramifications grâce à ces technologies. Donc si cette cellule était dans le cerveau, on pourrait voir quelles sont les connexions avec les autres cellules du système nerveux central. Alors ça, c'est vraiment des images que j'ai choisies en me disant que ça vous ferait plaisir de voir des images qui s'apparentent à ce qu'on a vu tout à l'heure de la part d'artistes. Ça, c'est du chromosome qu'on appelle painting, c'est-à-dire qu'on a été capable, d'une part, de sélectionner des protéines fluorescentes de différentes couleurs, et d'autre part, de les accrocher avec des éléments qui vont reconnaître tel chromosome et pas tel autre. Et donc, vous pouvez arriver en bas, à gauche, à classer tous les chromosomes par la couleur. Alors, au-delà du côté artistique de la chose, évidemment, ça sert à d'autres éléments, comme par exemple dans le cancer, où sur la gauche, vous avez une cellule normale dans laquelle on a coloré 4 chromosomes, et vous voyez que donc ils sont par paires, hein, il y a 2 verts, 2 rouges, 2 jaunes et 2 bleus, alors que dans la cellule cancéreuse qui est à droite, vous avez un nombre qui peut être triple, 3 chromosomes au lieu de 2, ce qui témoigne d'une anomalie chromosomique importante dans une cellule cancéreuse, ce qui est assez fréquent. Donc ça nous permet de repérer d'une part les anomalies et en fonction de ces anomalies d'établir un diagnostic et un pronostic permettant d'ajuster parfois le traitement. Alors aujourd'hui on dispose de méthodes beaucoup plus raffinées que ça et beaucoup plus précises que ces technologies qui ont existé il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, et en particulier quelque chose dont tout le monde a entendu parler, le séquençage de l'ADN, dont la méthode de base pour connaître les éléments un à un de cette énorme molécule de 3 milliards de lettres élémentaires au total, ce qui fait quand même, que vous n'avez qu'à faire le calcul, un livre d'une certaine épaisseur. Chacune de ces bases est colorée par l'un de ces colorants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand on fait ça une base à base, on peut, en fonction de la taille, séparer ces morceaux d'ADN et donc lire la séquence d'ADN en disant un A, un C, un G, un autre G, un T, etc. Évidemment, ce n'est pas nous qui le faisons comme je viens de le faire maintenant, c'est l'imagerie qui nous permet de lire très très rapidement ces réactions et à travers une analyse informatique, une algorithmique spécifique, on est capable de rétablir la séquence complète d'un génome. Je vous rappelle que le génome de l'homme, il a fallu en gros presque une dizaine d'années à une dizaine de laboratoires dans le monde pour le connaître en entier. Et ça a pris en gros 3 milliards de dollars, ça c'était en 2003, et qu'aujourd'hui, grâce à ces technologies et leurs performances, on est capable de faire le séquençage d'un génome humain en l'espace de 2 ou 3 jours et bientôt de quelques heures pour un coût qui sera de l'ordre de 2000 € et prochainement probablement 100 à 200 €. Donc ça va devenir un examen banal et tout ça grâce au progrès que les opticiens nous ont permis de réaliser et l'imagerie et autres réactions. J'ai presque fini. Je vais finir par une technologie dont vous entendrez parler beaucoup. D'une part parce qu'elle est pour les chercheurs un outil extraordinaire, mais elle est aussi probablement promise à des applications médicales très importantes. C'est ce qu'on appelle l'optogénétique. J'ai encore une minute ? Une minute. Bon. Tout le monde sait comment un nerf fonctionne. C'est en gros un courant électrique qui transmet l'information d'un bout du nerf à l'autre bout. Ce courant électrique est généré par des protéines qui sont réparties tout le long du nerf et qui permettent à un moment donné l'entrée dans la cellule nerveuse d'ions, sodium, ou extraire des ions potassium, etc. Et ces entrées et sorties génèrent un potentiel qui va se propager tout le long du nerf.
Jusque-là, c'est de la neurologie classique, simple, etc. L'un des enjeux majeurs que nous avons en neurobiologie, c'est de comprendre comment est structuré le cerveau, comment interagissent les zones du cerveau, quelle est la partie du cerveau importante pour le langage, quelle est la partie du cerveau importante pour la vision, ça on le sait grosso modo, ou quelle est la région du cerveau qui joue un rôle important et comment ça fonctionne dans le Parkinson, par exemple. Ce qu'ont trouvé les chercheurs il y a maintenant une vingtaine d'années qui se développent très vite, ce sont des protéines particulières capables de jouer le rôle de canaux permettant l'entrée dans ces cellules de ions particuliers et surtout capables de fonctionner à la lumière. C'est-à-dire qu'en gros, elles fonctionnent à condition de les éclairer. Donc je reprends mon expérience, je transfecte, c'est-à-dire que je vais placer dans cette cellule nerveuse un gène responsable de l'une de ces protéines capables de laisser entrer dans la cellule nerveuse sous l'effet de la lumière un ion, et je vais donc être capable de générer un courant électrique sous l'induction de la lumière. Donc je suis capable de substituer au mécanisme classique de stimulation des nerfs un effet lumineux. Donc voilà comment ça marche. On a ici une fibre optique qui est très très fine, hein, qui peut être de l'ordre de taille d'un cheveu, avec une canule. C'est indolore totalement, je rassure ceux qui sont sensibles. C'est indolore totalement parce que le cerveau est un organe, ça paraît paradoxal, mais pas sensible du tout. Et qui va éclairer cette zone du cerveau dans laquelle j'aurais mis auparavant le gène en question, de là le mot génétique. Et donc je peux poser la question, quand j'éclaire, quelle est la fonction qui est derrière? Et par exemple, on vient de démontrer que l'un des mécanismes du Parkinson pouvait être inhibé en stimulant spécifiquement telle région du cerveau par rapport à telle autre région. On peut aussi approcher la dépression de cette manière-là, et on peut approcher toute une série de pathologies par ces mécanismes-là. Donc c'est un effet à la fois sur la connaissance du vivant, la connaissance, et ceci est vrai aussi, on peut imaginer par exemple des pacemakers cardiaques basés sur ces propriétés, non plus électriques, mais purement optiques. Voilà le schéma que je viens de vous résumer en un mot. Hein. Donc on met dans le neurone ces fameux canaux capables de laisser passer un ion dans un sens et un ion dans l'autre, et sous l'effet de la lumière, ceci va se mettre à fonctionner, je véhicule un courant et j'accomplis l'action au bout. Donc l'important à retenir, c'est opto, c'est-à-dire optique, et génétique, c'est-à-dire l'alliance des deux qui permet de comprendre le fonctionnement du vivant et de traiter certaines pathologies. Ceci n'est encore qu'au stade de laboratoire, bien entendu. Voilà, merci beaucoup.